10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve traditionnellement ce jeudi pour la FAQ hebdomadaire, notre foire aux questions. Et aujourd'hui, elle sera aux accents tactiques et institutionnels. Je vais vous en dire plus dans un instant. Mais vous avez eu des questions assez précises, les amis. Je pense que ça va faire débat entre Pablo et moi. Comment vas-tu, mon cher Pablo, aujourd'hui? Très bien, ravi de te retrouver, Tanguy. Ça faisait quoi? Ça faisait une semaine, du coup, parce qu'on tourne une Mhm. fois par semaine maintenant. Avant, on tournait tous les jours, maintenant, on tourne une fois par semaine, parce que t'as un agenda très, très, très chargé de ministre. Au moins, au moins. Non, mais on verra peut-être pour un point actu en fin de semaine, sinon je me rattraperai en début de semaine prochaine. Je te propose d'attaquer tout de suite par les questions de nos internautes qui ont été inventifs. Tu vas le voir. Je vais pas commencer par la plus compliquée parce que tu verras qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Je vais commencer par une question très très concrète de notre ami Serge qui nous demande: ne pensez-vous pas qu'en réalité, Fede Valverde doit jouer numéro 6, donc sentinelle devant la défense, avec Güler et Bellingham en relayeur devant lui? Ce serait le plus cohérent d'après moi. Qu'en penses-tu? Je pense que se débarrasser d'Aurélien Tchouaméni à l'instant T, c'est une très mauvaise idée, vu la forme du joueur, vu ce qu'il dégage sur le terrain, vu la confiance qu'il a de nouveau, vu la confiance du coach envers lui également. Et je trouve qu'il a un véritable rôle aujourd'hui au Real Madrid. Que ça s'est vu aussi en équipe de France, qu'il a enchaîné du coup. Donc non, je pense que Même s'il a pris un carton rouge. oui, même s'il a pris un carton rouge, mais il avait quand même bien, bien entamé la rencontre et il avait fait une passe décisive. En tout cas, non, il était au départ de l'action du but de Barcola, pardon. C'est Mbappé qui est derrière qui fait la passe. Mais non, je pense pas que Valverde. Alors Valverde en tant que 6, c'est une bonne solution, enfin c'est une bonne alternative. Mais l'équilibre qu'on est en train de trouver avec Aurélien Tchouaméni à ce poste-là, pour moi, ça me va très bien. Et surtout que je pense qu'à partir du moment où Bellingham va revenir, c'est plutôt l'un des joueurs qui est devant qui va du coup retrouver le banc de touche, notamment Mastantuono, et qu'on va passer un 4-4 de losange quand même à la Coupe du Monde des clubs, et au final, le Tchouaméni aura un rôle un peu plus hybride euh, entre celui du 6 et du défenseur central. Ou alors ce sera Arda Güler qui pourrait faire les frais du retour de Jude Bellingham. C'est à voir. Mais c'est vrai que le Turc est tellement étincelant en ce début de saison que ça paraît compliqué, même avec le retour de l'Anglais, de le voir reprendre sa place sur le banc. Je souscris à tes propos, je suis assez d'accord avec toi. Concernant ce poste de sentinelle devant la défense, je trouve qu'il correspond de mieux en mieux à Aurélien Tchouaméni et tout ce qu'il montre depuis le début de saison dans l'impact, dans la récupération des ballons, dans tout ce qu'il peut faire pour casser le jeu aussi parfois, un petit peu à l'instar de Casemiro comme il le faisait à l'époque. Il correspond tout à fait aux qualités de ce poste-là. Valverde, pour moi, sera toujours un joueur. Alors évidemment que c'est le couteau suisse ultime, c'est une expression un petit peu galvaudée, mais elle est vraie. Concernant l'Uruguayen, il peut jouer vraiment à tous les postes, même évidemment en tant que latéral droit dans la défense, mais je le préfère beaucoup plus dans un rôle hybride avec un gros volume de course où il peut beaucoup plus se projeter vers l'avant parce que je sais que vous as eu des fois des débats avec Victor sur cet aspect-là, mais pour moi, un numéro 6 ne doit pas trop se projeter. C'est pas en tout cas sa fonction première. Sa fonction première, ça peut être éventuellement la relance et ça doit l'être dans certains cas. C'est aussi casser le jeu et tacler quand il le faut. Mais pour moi, un numéro 6 doit fondamentalement quand même rester derrière, même un petit peu en phase offensive. Donc Valverde, moi je le préfère plus haut sur le terrain D'accord. pour vraiment profiter de ses courses et pourquoi pas de ses frappes aussi, parce qu'on sait que l'Uruguayen a une des frappes les plus lourdes de la planète football. Donc ça serait un petit peu le brider et le limiter que de le placer au poste de sentinelle devant la défense, d'après mon avis. Totalement d'accord. On passe à une autre question, tiens, sur le milieu de terrain qui alimente pas mal les débats dans l'écosystème madrilène. Il y a Fali qui nous demande si on pense que Mastantuono devrait évoluer dans l'entrejeu et non pas sur l'aile droite de l'attaque.
Écoute, moi je pense qu'il a le profil pour jouer à droite, à jouer un peu plus dans l'axe, jouer même en tant que 8. Maintenant, c'est au coach de déterminer. Là, à l'instant T, ce qu'il peut proposer, notamment défensivement à droite, notamment sur le repli défensif, parce qu'on le sait, avec Vini et Mbappé, c'est pas que c'est plus compliqué, parce que même eux sont en train d'assimiler certaines choses défensivement et tout. Mais tu as un véritable mec à droite là qui fait les efforts et qui rechigne pas et qui sait le faire parce que c'est en lui, tu vois. C'est ancré en lui, ça fait partie de la philosophie des Argentins. Donc voilà, donc tu perdrais en fait un peu ça si tu l'enlèves de cet endroit-là. Maintenant, oui, il a les qualités pour jouer plus axial, ça c'est clair et net. Mais encore une fois, je pense qu'avec le retour de Bellingham, on aura pas mal de réponses. Et notamment par rapport à un potentiel 11 titulaire dans les grands matchs. Euh, Mastantuono, Brahim seront des joueurs de sortie de banc, je pense. Oui. Et Bellingham va récupérer sa place, jouer beaucoup plus axial. On va repasser un 4-4-2 losange, je pense, avec effectivement toujours Arda Güler. Et justement, Arda Güler qui sera un peu plus libéré de toutes ces tâches de Jude Bellingham et pourra être vraiment cette première relance de derrière. Comme à la Coupe du Monde des clubs, quand toutes les fois où il avait été touché de derrière, il redescendait beaucoup plus bas pour réclamer, pour ressortir. Je pense que voilà, Arda Güler va avoir un peu plus ce rôle à jouer une fois que Bellingham sera de retour et il aura moins de tâches défensives également. Et Arda Güler qui joue beaucoup plus haut, je trouve, depuis le début de la Liga par rapport à tout ce qu'il faisait à la Coupe du Monde des clubs. T'es d'accord? Parce que Bellingham n'est pas là. Parce que Bellingham n'est pas là. Et d'ailleurs, mini parenthèse concernant l'anglais, si tu me le permets, le staff médical freine des cas de fer pour qu'ils ne reviennent pas trop vite sur la pelouse, parce que a priori des échos qui sortent dans la presse espagnole, et je pense que tu pourras nous le confirmer, le joueur se sent de mieux en mieux. Il est en train, en tout cas, de récupérer de sa fameuse opération à l'épaule pour régler ce problème de luxation qui l'handicapait beaucoup, hein, même dans la vie courante depuis un an et demi. Mais le staff du Real Madrid et notamment les médecins lui disent mollo mollo parce qu'il y a peut-être un risque de rechute. En tout cas, on se veut prudent du côté du Real Madrid pour ne pas précipiter son retour et vraiment l'avoir à 100% à partir de début mi-octobre. Exactement, exactement. Après, il faut vraiment que lui, il prenne son temps, hein, parce que je veux pas qu'il revienne trop vite, même si je suppose qu'il a très envie de jouer, et c'est normal. Mais il faut il arrive, il doit arriver à être patient et attendre vraiment le bon moment parce que c'est pas non plus une blessure simple. Il revient d'une opération, donc voilà. Aller beaucoup trop vite, ce serait dangereux. Et par rapport à tout ce chapitre des blessures là, on me fait comprendre que la fameuse infection de Kamavinga, c'est pas vrai. Ah, parce que donc on le dit à nos abonnés s'ils sont pas au courant, The Athletic a indiqué il y a quelques heures que Camavinga ne devrait pas faire partie du groupe pour affronter la Real Sociedad ce Je sais pas. week-end. Ça, je sais pas. C'est sûrement vrai. C'est ce qu'indique The Athletic. Hein. Parce que il aurait, alors j'ai perdu le nom spécifique médical, mais il aurait une infection au niveau de la cheville qui l'handicaperait et qui donc retarderait Bah, son retour dans l'équipe. il a pas d'infection. Bon, alors tu nous le déments. Et, De ce qu'on m'explique, il a pas d'infection, que c'est pas vrai. Je sais enfin, on sait ce qu'on me dit, quoi. mais pour autant, il n'est pas assuré d'être dans le groupe ce week-end. Je sais pas. Tout ce que Voilà. je sais, c'est qu'il a pas d'infection. Donc ça c'est pour Kamavinga. Par contre, là on peut eh bien affirmer de manière certaine que Hendrik, Bellingham et Ferland Mendy ne joueront pas ce week-end face à la Real Sociedad. Ils sont trop courts Ouais. et ils n'ont pas encore bien récupéré. Et Ferland Mendy, d'ailleurs, enfin tu Il y a m'arrêtes des si je me images. trompe, mais on n'a pas de date hein, précise. Non, pas de date. Et par contre, il y a des images de lui en train de s'entraîner aujourd'hui. De retoucher le Oui, ballon, en tout cas, retoucher le ballon. Effectivement, avec Hendrik, Ferland Mendy a participé à un entraînement individuel. Je dis bien individuel, alors que Kamavinga et Bellingham ont participé à une partie de l'entraînement collectif. Et c'est peut-être là où Kamavinga a ressenti quelque chose, mais tu nous dis que a priori il n'y aurait pas d'infection au niveau de la cheville, donc eh bien plus de peur que de mal concernant Eduardo Camavinga. Pour vraiment
conclure par rapport à la question de Fali sur Mastantuono, j'ai encore du mal, moi, à cerner véritablement toutes les qualités du joueur et tout ce qu'il est capable de produire, puisqu'on a évidemment, on n'a pas vu sa meilleure version du côté du Real Madrid. Il a besoin de temps, je l'ai déjà dit en vidéo sur cette chaîne YouTube. Il n'est pas encore, évidemment, parfaitement intégré à l'écosystème madrilène et à ce que lui demande Xabi Alonso. Donc, pourquoi pas le voir davantage évoluer de manière plus axiale dans le futur, mais c'est vrai que, à mon sens, ce poste d'ailier droit lui correspond pas mal. Maintenant, encore une fois, je suis un peu dans l'expectative, puisqu'on n'a pas vu grand-chose du côté de Franco Mastantuono. Il y a de la niaque, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, ça oui. Mais côté production avec ballon, j'attends encore, et puis c'est normal. Il n'a que 18 ans, Non. cet Argentin venant de River Plate. On enchaîne. Je vais pas te poser la question institutionnelle tout de suite. Je pense qu'elle va clôturer la vidéo. Et tu verras, elle est assez intéressante. Euh, Toujours une question assez tactique posée par notre ami Zad qui nous demande pourquoi ne pas faire jouer Vinicius à droite et Rodrigo à gauche. Donc il veut tout inverser. Les rares fois où Vinicius Junior a joué dans l'axe ou à droite en 2023 ou 2024, ça a causé un grand déséquilibre pour l'adversaire, nous dit-il. Pourquoi ne pas faire jouer Vinicius à droite et... Et Rodrigo à gauche. Bah, tout simplement parce que Vinicius n'est pas lié droit. Je sais même pas si. Alors lui, il nous dit que Vinicius a déjà joué à droite, mais Paris Saint-Germain. je sais même pas. Donc le Paris Saint-Germain. Contre le Paris Saint-Germain, pendant. Il démarre à droite, Mbappé à gauche et Gonzalo dans l'axe. Mais il permute pas en cours de match. Si, bien sûr que si, mais il démarre à droite. Ok. Il Bah, démarre à droite. j'avoue que Et j'avais effacé ça de ma mémoire, Vinicius n'est pas un ailier mais, droit. mais il n'a jamais été question de toute manière qui s'installe dans le couloir droit et même faire des essais. Bon, tu me parles de ce match face au Paris Saint-Germain. C'était quand même il y a. Enfin, je pense que c'était un one shot. Euh, Bah, ouais, je pense que ça a été un crash test. Je pense que ça a été je, un crash test. évidemment, Ça avait ça rapporté des choses à l'époque et je vous invite à aller voir les vidéos de l'époque du coup. n'a pas bien fonctionné. Et oui, après, c'est toujours le problème. Évidemment, Rodrigo à gauche, ben ça serait dans l'idéal, mais il se marcherait dessus avec Mais Vinicius Junior. cette année, les deux vont. Enfin, je veux dire, Vinicius part titulaire à l'instant T, ça peut évoluer, et le remplaçant de Vinicius, c'est Rodrigo. Et Voilà, mais donc ils ne joueront pas dans le couloir gauche en même temps. Ah non, bah non, bien sûr que non. Et voilà, parce que aussi la sphère d'influence de Kylian Mbappé, même s'il est amené à jouer davantage dans l'axe, il part souvent de la gauche. Donc là, ça ferait Ah. trois joueurs qui se marchent sur les pieds et c'est absolument inenvisageable pour Xabi Alonso et pour le Real Madrid, bien évidemment. Donc cette question, j'avoue, m'a un peu interpellé. Peut-être que notre ami Zad cherche des idées pour améliorer l'animation offensive du Real Madrid, mais a priori, ça appartient au domaine du quasi impossible de voir Vinicius jouer à droite. Non, j'y crois pas du tout. Cette saison au Real Madrid, en tout cas, nous n'y croyons pas au JDR. On enchaîne Ouais. avec une question de notre ami Serge, à mon avis, qui va te plaire cette question. Il nous dit tous les grands clubs évoluent à 3 sur le front offensif sans problème. Soutenir l'idée selon laquelle on doit jouer avec juste deux attaquants, donc dans un système en 4-4-2. Est-ce que ce n'est pas la version réductrice du football compact d'Ancelotti? C'est une question assez piquante. Bah, tu joues à 3 quand tu as les joueurs pour jouer à 3, tu joues à 2 quand tu as les joueurs pour jouer à 2. L'effectif aujourd'hui du Real Madrid, les joueurs que tu as, les meilleurs que tu as en tout cas, pour moi, t'obligent à jouer en 4-4 de losange, qui peut être ensuite un système hybride avec des latéraux qui montent, un 6 qui redescend, qui passe à une ligne de 3 du coup derrière, un 3-5-2, tu vois. Donc, utiliser Bellingham pour le mettre à droite, c'est pas ça. C'est Bellingham, si tu l'as, c'est pour jouer dans le cœur du jeu. C'est pour jouer dans l'axe, tu vois. Et utiliser Arda Güler pour le remettre à droite, c'est pas ça non plus. Enfin, aujourd'hui, voilà. Ou alors tu fais un choix, t'enlèves Arda Güler, tu mets Brahim, mais ce serait pour moi kamikaze de faire ça parce que Arda Güler est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid à l'instant T. Donc c'est mieux de jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou non, c'est ton effectif, tes joueurs, quels joueurs tu as, qui sont tes meilleurs joueurs et en fonction de tes meilleurs joueurs, tu choisis un 11 quoi. Une tactique, enfin Absolument. Et il, à la rigueur ouais, il peut y avoir débat avec Valverde qui retrouverait le couloir droit comme à l'époque.
Mais pareil, Ouais, je suis pas emballé hein, par cette c'est pas le idée. meilleur à droite, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais Non. Non, non, je pense qu'on a besoin de lui ailleurs. Mais oui, encore une fois, Xabi Alonso est un pragmatique. Hein, ça, on vous l'a assez répété sur cette chaîne YouTube. Il est vraiment à l'opposé de l'entraîneur dogmatique. Et je vais pas citer de nom, mais tout le monde reconnaîtra de qui je parle. C'est pas une question de vouloir jouer forcément en 3-5-2, en 4-4-2, en 4-3-3, comme tu l'as bien dit. Il regarde les joueurs dont il dispose dans l'effectif et ensuite il essaie de maximiser leur qualité. À l'instant T, c'est vrai que le système en 4-4-2 paraît vraiment adéquat et on a déjà vu l'année dernière, la saison dernière, sous Ancelotti, évidemment que les quatre fantastiques avec Bellingham en position un peu reculée, Rodrigo à droite, Mbappé dans l'axe, Vinicius à gauche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc écoutez les amis, à moins de retrouver une forme de magie qui fait que les joueurs s'entendent mieux sur le terrain, il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose, et qui dit autre chose dit forcément aussi un autre système. Donc le 4-4-2 m'apparaît tout à fait idoine. Et c'est aussi pour ça que je suis assez pessimiste à l'idée de voir Rodrigo, Vinicius, Mbappé alignés ensemble en même temps sur le terrain. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. on ne reverra plus ça. Et je pense que Xabi Alonso aussi a évidemment c'est quelqu'un de très intelligent et a tiré les leçons de la saison dernière et de l'animation offensive déficitaire qui n'a pas fonctionné avec certes Mbappé qui a beaucoup scoré, qui a marqué un nombre de buts record pour un joueur qui disputait sa première saison au Real Madrid, mais pour ce qui est des autres, c'était un petit peu le marasme. Donc écoutez, il faut juger en fonction et c'est vrai que aujourd'hui, revoir un 4-3-3 sur le modèle de la saison dernière, si c'est pour que l'histoire se répète, je vois pas l'intérêt. Exactement. Alors c'est la question un petit peu longue, donc je vais y aller mollo pour que tu saisisses bien tout ce que veut nous dire notre ami Ous, qui te demande donc. Pablo, es-tu d'accord sur le fait qu'une titularisation future de Kamavinga, donc déjà il faudrait qu'il revienne à son niveau et qu'il retrouve une certaine aptitude physique, mais bon, mettons-nous dans cette hypothèse. Es-tu d'accord sur le fait qu'une titularisation future de Kamavinga est tributaire d'une titularisation à droite de Carvajal? Je m'explique. Enfin, il s'explique du coup. Trent titulaire oblige Valverde à faire de la compensation, et donc tu as besoin d'un Tchouaméni pour protéger l'axe. Carvajal, lui, permet à Valverde d'avoir un rôle plus axial. Tchouaméni devient donc moins indispensable, te permettant d'utiliser un profil plus offensif comme celui de Kama. Ça se tient. Et pour jouer à quel poste, Kama? Bah, il le dit pas, mais en fait, pour qu'il soit vraiment titulaire indiscutable dans l'entrejeu, peut-être à la place de Tchouaméni, peut-être à la place d'un autre. Il le précise pas. Bah, c'est sûr que Carvajal t'assurait un équilibre à trois défenseurs. Donc effectivement, si Carvajal joue, même si Carvajal a quand même un rôle important aussi dans les phases avec ballon et création. Plusieurs fois avec Ancelotti, il y avait des situations où des choses travaillées à l'entraînement, où tu le voyais, tu le retrouvais vraiment dans le demi-espace droit, devant, à faire la dernière passe ou la dernière déviation pour, je me rappelle d'ailleurs d'un but, je crois que c'était Brahim Diaz contre quatrième ou cinquième journée de Liga quand on fait le doublé. Je sais pas si c'était contre Leganés ou contre je sais plus contre qui c'était, mais c'était au Bernabéu et pareil, il te fait la déviation au dernier moment et il te lâche un caviar à Brahim. Mais oui, effectivement, il a un profil un peu plus reculé. Ce qui permettrait effectivement à un joueur comme Kamavinga de pouvoir jouer, mais aussi dans un système en tant que latéral gauche en réalité, parce que comme je l'ai déjà dit, Kama, ou en tout cas Xabi Alonso, a déjà joué en 4-3-3 avec un des deux latéraux qui se repositionne dans l'axe. Et dans le cas où tu mets Kamavinga à gauche, pour moi, tu dois mettre Carvajal à droite, parce que du coup, Trent et Kamavinga seraient des profils assez similaires dans le rôle qu'on lui réclamerait. Ça voudrait dire deux profils qui doivent intégrer l'axe. Or, c'est pas possible parce que du coup, tu te retrouves avec deux défenseurs. Donc ce serait plutôt avec Carvajal, effectivement. Mais oui, je suis plutôt d'accord. Ouais.
Et sachant que, pour moi, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Carvajal aura toujours un profil plus sécurisant, mieux armé défensivement que Trent Alexander-Arnold, qui compte évidemment nombre de qualités, et sans doute à l'heure actuelle qu'il est meilleur offensivement que Dani Carvajal. Quoique, il faut pas oublier, les amis, la qualité de centre de Dani Carvajal est assez merveilleuse, et je pense que tous les Madridistas le savent. Maintenant, c'est vrai que en fonction des joueurs que tu alignes au milieu de terrain, c'est vrai qu'il faudrait un profil plus ou moins qui t'apporte plus ou moins de garanties défensives surtout dans les couloirs. Donc pourquoi pas effectivement, je pense que Ous a raison dans l'hypothèse d'une titularisation de Camavinga qui est assez voilà dynamique, qui bouge beaucoup et qui exécute pas mal de dépassements de fonction. Avoir un profil comme Carvajal assurerait pas mal ses arrières, si j'ose dire. Je crois qu'on en a quasiment terminé. Je vérifie. Hop, hop, hop. T'avais pas une question institutionnelle ou je sais pas quoi? Eh ben, je crois qu'on y vient. Il me semble qu'on y vient. Ça y est, je vais la poser. De la question de JNP qui nous demande, et je vais faire un petit préambule après. Pablo, comment vois-tu le futur du Real Madrid après le départ de son illustre président, Florentino Pérez? Alors, petit préambule, les amis. Je vous rappelle que Florentino Pérez eh bien, a été réélu président du Real Madrid en janvier dernier pour un cinquième mandat consécutif à 78 ans. C'est quand même à souligner. J'ai fait un petit calcul avant de tourner cette vidéo. C'est ça, il a déjà passé 22 ans en tant que président du club madrilène. Il est donc en train de faire un cinquième mandat consécutif et très très probablement son dernier. Il y avait quelques rumeurs déjà qui émergeaient avant qu'il soit réélu en janvier, et d'ailleurs c'était le seul candidat à sa succession. Quelques rumeurs qui faisaient état, pas d'un désintérêt, mais disons de certaines circonstances qui pourraient faire qu'il n'aurait pas pu se représenter. Finalement, il a été sans problème. Il a donc été élu jusqu'en 2029, mais Pablo, selon toi, que va-t-il se passer après? Je pense qu'il est en train de travailler à fond pour justement que cette transmission de legacy se passe pour le mieux. C'est-à-dire que je pense qu'il est en train de... Bon, quand je dis je pense, c'est parce qu'on me dit des choses à l'oreille, mais je pense qu'il est en train de former quelqu'un pour justement prendre la suite. Il y a plusieurs noms qui ressortent. Je ne vais pas les dévoiler maintenant. Ça sert à rien, mais il y a énormément de personnes depuis quelques années qui ont pris énormément d'importance autour de Florentino Pérez et qui sont à côté de lui au quotidien. Pas que dans le Real Madrid, dans tous les business qu'il peut avoir. Et travaille main dans la main et Pérez les forme bien comme il faut pour justement, parce qu'il pense toujours à cette idée d'après, parce que forcément, ça, je pense que ça stresse un peu tout le monde hein, de se dire ah, qu'est-ce qu'on va faire après Florentino Pérez, parce qu'on connaît tous les présidents qu'on a pu avoir dans le passé. Le Real Madrid était quand même dans une galère monstre d'un point de vue financier quand Pérez récupère le club à l'époque, en 2001. Ouais, c'est une grosse question. Après, il y a aussi la question du statut du Real Madrid. Vous savez, aujourd'hui, c'est un club qui est géré par ses socios à 100%. À 100%. Il y a beaucoup de bruit en ce moment qui explique que le Real Madrid, en tout cas Florentino Pérez, songerait à terme, assez rapidement, à transformer le Real Madrid en SAD, avec toujours une part, euh, 51% en gros, ou en tout cas plus de 50% aux socios, et une autre part du coup de SAD justement qui permettrait à certains investisseurs comment dire, de mettre de l'argent dans le club, etc. Donc allez vous renseigner si vous voulez sur le statut des SAD en Espagne. Euh, c'est ce qui se fait énormément. Qu'est-ce que ça veut dire déjà SAD? Sociedad Anónima Deportiva. D'accord. Et Énormément de clubs qui sont des SAD en Espagne et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et ça permet en fait justement de faire rentrer de l'argent d'ailleurs, tu vois. Mais toujours en ayant ce contrôle de 50, enfin en tout cas du plus du 50% pour les socios. Un peu en fait le système du Bayern Munich est un peu comme ça aujourd'hui en fait. C'est une sorte de SAD dans le sens où t'as un pourcentage plus élevé je sais pas comment ils les appellent, mais pour les socios du Bayern. Et tu as qui est divisé une autre partie pour justement des investisseurs, je sais pas si étrangers ou allemands, qui sont là et qui mettent de l'argent dans le club.
Ce qu'il faut ajouter, c'est que donc déjà le Real Madrid a le temps de voir venir, puisque la durée d'un mandat, c'est 4 ans. Florentino Pérez a été réélu en janvier de cette année, janvier 2025. Donc 2029, c'est quand même pas demain, c'est après-demain, mais c'est quand même pas demain. Et surtout, ce qu'il faut aussi préciser, parce que je pense que nombre de nos internautes pensent que José Andrés Sanchez pourrait prendre la suite de Florentino Pérez, il faut bien préciser que très vraisemblablement, ça ne sera pas le cas, puisque pour devenir président du Real Madrid, il faut deux conditions. Il faut disposer d'une fortune assez conséquente. Je sais pas si tu as un montant en tête, mais en tout cas, il faut avoir une assise financière réelle qu'avait évidemment Florentino Pérez avec sa méga entreprise dans le bâtiment, Florentino Pérez qui est multimilliardaire, je le rappelle. Et il faut aussi avoir un nombre d'années d'ancienneté en tant que socios du club. Et il me semble que José Ángel Sanchez ne les a pas. Je crois qu'il est question d'une trentaine d'années. Ah non, mais José Ángel Sanchez sera jamais le président du Real Madrid. Non, mais parce que il est tellement important dans l'organigramme du club. Je rappelle, bras droit de Directeur Florentino général. Pérez, Le directeur directeur général. général. Ouais, ouais, Il est tellement important que les gens pourraient se dire, ah, mais ah non, pourquoi est-ce non, que le non, bras droit ne devient il pas le le sera numéro un? jamais. Il le sera jamais. C'est pas lui. C'est pas Non, mais lui. je tenais à le clarifier pour les gens. Oui, bien sûr. Maintenant, t'as dit que Et lui, ça ne t'es. l'intéresse pas, hein, en réalité. Lui, c'est un homme de l'ombre, hein. Il déteste parler aux médias. Lui, c'est un bosseur. C'est un bosseur et il parle pas à la presse, en réalité. Et, enfin, quand tu es président, forcément, tu as comment dire, une exposition médiatique. Tu vois, tu es obligé de parler, tu es obligé d'être là. Pas que à la presse, mais toutes les assemblées, ça, il aime pas, lui. Il aime pas et il sera jamais président du Real Madrid. Il agit en coulisses. Et d'ailleurs, tu disais qu'il parlait jamais aux médias. Il a fait une exception, hein, à ma connaissance ces dernières années. Un média, pardon. Vas-y, vas-y. C'était pour le documentaire Netflix de Vinicius, où il s'est exprimé. Et il Euh, avait également à l'époque répondu à une interview à un média économique espagnol, Expansión, je crois. bon, en tout cas, c'est très rare. Et médias économiques, en l'occurrence, c'était pas Rien à voir avec le un sport. média Ouais, sportif. Donc, rien à voir avec le sport. effectivement, il se fait discret et il agit dans l'ombre. Et d'ailleurs, Florentino Pérez, il me semble que c'était lors d'un entretien avec El Chiringuito et José Pedrerol, parlait de lui comme étant le meilleur dirigeant qu'il avait jamais vu dans le Ouais, football. c'est ça. Donc, il ne tarissait pas d'éloges auprès de José Andrés Sanchez, Florentino Pérez, mais donc, ça ne sera pas lui le prochain président du Real Madrid. Donc, j'allais dire la succession est ouverte, non, parce que Florentino Pérez reste président du Real Madrid et le sera jusqu'en 2029. Selon toute vraisemblance, au vu de son âge, donc il aura 83 ans, si je me trompe pas, 82 ans, pardon. Eh bien, il ne se représentera pas pour un sixième mandat Ah, on sait d'affilée. pas, on sait pas, on sait pas. J'ai dit selon toute vraisemblance. Oui, voilà. Gardons le Je, conditionnel. je me couvre, mais ça me paraît assez mal engagé quand même au vu de son âge. Mais sait-on jamais avec ce rock. Maintenant, tu parles de plusieurs noms qui émergent en interne. Tu veux pas nous en dire plus, mais je suis sûr que dans les prochains mois et les prochaines années, il y a des candidats évidemment qui s'auto-désigneront ou en tout cas commenceront une campagne, notamment dans les médias. C'est ça. Voilà, mon cher Pablo, pour cette FAQ du jeudi. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. On reviendra évidemment pour une nouvelle fois aux questions la semaine prochaine pour respecter cette tradition. Merci Pablo d'avoir répondu à toutes ces questions et notamment, elle me tenait à cœur cette question institutionnelle parce qu'on n'en parle jamais et c'est vrai que je suis sûr que ça intéresse aussi les gens de connaître toutes les coulisses de ce club légendaire qu'est le Real Madrid. Merci à vous, les amis. Prenez soin de vous. Nous se retrouvons prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, les gars.